salle pour public, ça va. Je l'ai pas déjà mis, c'est pour ça. Bien, bonjour à vous toutes et tous d'être là, venus pour nous écouter. Alors, on commence assez doucement parce que, vous voyez, normalement, à cette table, nous sommes censés être 5. Et il manque une personne, il manque Maëlys Nouvelle, qui est dans le train, parce que son premier train a été assez longuement retardé, elle a manqué sa correspondance, et donc elle n'est pas là. Mais elle nous a dit qu'elle arrivait à 45. Donc, on s'est dit qu'on allait commencer sans elle, et qu'elle allait nous rattraper dès qu'elle arrivera. On lui laissera le temps de s'installer. Donc bienvenue donc à cette table ronde, jeunes chercheurs, là dans le cadre du lab du jeune chercheur, sur la question des violences en ville, au travers de l'histoire et dans un temps long. Puisque nous sommes à cette table, évidemment, 4 contemporanéistes, donc là c'est un temps modéré quand même, mais lorsque Maëlys arrivera, l'histoire médiévale sera aussi représentée. Donc ce sont les collègues qui sont autour de moi, qui vont parler de leurs travaux et de la façon dont ils ont rencontré dans leurs travaux de recherche la violence en ville, c'est-à-dire Karl Tibber, qui est à ma droite, qui est doctorant à l'université de Mans, 19e-iste, plutôt. Complètement. Brian Müller, qui est à ma gauche, qui est docteur en histoire contemporaine de l'université Picardie-Jules Verne. Enfin, vous travaillez à l'université Picardie-Jules Verne, mais ce n'est plus le cas. C'était mal renseigné, mais vous avez fait votre thèse, enfin tu as fait ta thèse, à l'université de Lorraine à Nancy. Et puis Thierry Guillopé, qui est ici, qui est docteur de l'université Gustave Eiffel, c'est-à-dire, pour la situer un peu plus facilement, l'université Paris-Est, Marne-de-la-Vallée. Donc, c'est chouette comme table ronde parce que moi je suis de l'université de Poitiers. Donc, il y a une représentation de la diversité, je dirais, des universités françaises. Maëlys, je vous la présente avant qu'elle n'arrive, qui est, elle, doctorante à l'université Paris-Cité. Donc la capitale, la province ou les territoires, comme on dit. Et puis des terrains de recherche différents. Le Mans, alors je pense que vous en parlez, la France, l'Algérie, Maëlys, au moins Dijon, et puis peut-être d'autres villes, mais au moins Dijon. Donc vous allez pouvoir parler bien sûr de tous ces travaux. Et la première chose que moi je pense qu'on peut faire, c'est vous donner la parole déjà pour que vous vous présentiez, que vous expliquiez comment, dans vos recherches, vous avez rencontré la violence et la vie. Donc je vous donne la parole et peut-être... On fait dans l'ordre chronologique, du coup. Voilà, oui, on va faire dans l'ordre chronologique. On fera tout à l'heure, si je peux faire, un petit rattrapage avec Maëlys. Donc moi je vais évoquer une sorte de paradoxe dans ma rencontre avec la ville et les violences, parce qu'en fait je ne suis pas du tout historien des villes, et pourtant, c'est là le paradoxe, ma thèse, en tout cas le projet de thèse, a pour titre Le Mans, 1839, donc le nom d'une ville en premier. En fait, je travaille sur un événement. Au départ, c'est de l'histoire événementielle, de l'histoire politique, de l'histoire sociale du politique. Un événement qui a eu lieu pendant 3 jours. Donc c'est de la micro-histoire, les 14, 15 et 16 septembre 1839. Une émeute éclate au Mans, une émeute frumentaire. Donc c'est une problématique liée à la circulation des grains. Et la foule qui se réunit dans la ville du Mans sur cette question-là, très rapidement, va déborder sur une autre problématique qui est celle de l'affrontement avec les forces de l'ordre. À partir du moment où il y a des arrestations, il va y avoir le déploiement d'une grammaire rébellionnaire face à l'uniforme, face aux autorités. Des barricades, donc des pillages d'armurerie, des affrontements avec les forces de l'ordre, et c'est aussi un élément qui m'intéresse, c'est le fait que dans la première partie du 19e siècle, on est face à une mosaïque d'agents, des gendarmes, l'armée, la garde nationale. Et donc l'émeute, si vous voulez, au départ, c'est un petit peu un prétexte pour essayer de comprendre comment fonctionnent les rapports de pouvoir au début du 19e siècle, comment se construit l'autorité.
Et donc, la ville, quelque part, c'était uniquement un décor. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait des logiques territoriales, qu'il y avait une géographie de la ville qui se dessinait à partir des tumultes, des désordres. Pour vous donner quelques exemples très brefs, parce que je dois être très court, la construction des barricades se font dans des endroits symboliques très forts, à cheval, dans les quartiers, à cheval sur une rivière, autour des quartiers populaires. Sont physiquement, les lieux de construction de ces barricades, c'est vraiment dans le cœur des quartiers populaires, les quartiers ouvriers, face à une ville qui est haute, la ville où il y a les institutions, une ville où il y a justement la halle au grain, où il y a le palais de justice. Et donc, se met en place comme ça une sorte de géographie de l'émeute dans le cadre des affrontements. Un autre exemple, les brides réverbères, puisqu'il y a des nuits qui sont concernées par l'émeute, les émeutières et les émeutiers vont briser les lumières pour créer de l'obscurité. Et là, pour le coup, ces brides réverbères ont lieu systématiquement dans les quartiers bourgeois, comme s'ils étaient à l'offensive. Donc on voit comme ça se mettre en place une forme de territorialité. Il y a beaucoup d'autres éléments, mais voilà, encore une fois, je voulais insister au départ sur le fait que c'était une sorte d'histoire par le bas. C'est-à-dire on utilise les gestes et les paroles des individus qui se mobilisent dans ce micro-événement pour essayer de comprendre la société d'une manière plus générale et de révéler comment se fabrique la vie. Voilà. Merci Karl. Pour prolonger notre distribution chronologique, je vais donc prendre la parole tout de suite. Moi, j'ai fini une thèse d'histoire il y a quelques temps qui portait sur les logements sociaux en Algérie des années 1920, donc après la Première Guerre mondiale, jusqu'aux années 1960 avec l'indépendance de l'Algérie. J'ai un petit peu aussi étudié le début de l'indépendance algérienne. La violence, elle est venue par divers croisements de sources et de la bibliographie existante. Je me suis penché sur les décisions politiques à l'œuvre, résoudre l'insalubrité, faire, disons, bonne figure paternaliste quand il s'agissait de loger les Algériens, ou, disons que ces politiques de logement social, elles ont eu aussi vocation à peupler l'Algérie de Français, en leur offrant à moindre prix un logement, donc elles ont eu vocation à favoriser la colonisation. Dans les archives, que j'ai regardé beaucoup en France, beaucoup en Algérie, on a des listes de locataires, des listes d'individus qui habitent dans tel ou tel logement, tel ou tel quartier, qui atteignent 20 000 logements, 30 000 logements bâtis dans les années 30, et plusieurs centaines de milliers jusqu'au début des années 60. Beaucoup de noms d'individus qui apparaissent. En croisant, dans un cas, une liste de locataires à des listes de criminels, j'ai pu avancer. Je vais revenir sur cet exemple en une minute tout de suite. Dans un autre cas, pour ce qui est de l'Alger, je reviendrai dessus après, des années 61-62, j'ai croisé tel ou tel immeuble de logement avec ce qui se passait, l'actualité, disons, politique événementielle, par exemple à Bab el-Oued. Alors, une minute sur chaque point. En croisant des listes de locataires et des listes de miliciens à Guelma en 1945, à une ville, disons, petite, moyenne de l'Est algérien, j'ai pu spatialiser qui étaient ces miliciens, donc faire une histoire de la violence à partir d'une histoire urbaine, ou en tout cas croiser les deux. Donc voilà, j'ai commencé vraiment par qui habitait dans tel quartier bâti à Guelma, et en prenant les travaux existants, j'ai croisé ceci et j'ai déterminé qu'un quartier notamment avait pu être un quartier de pavillon à bon marché, avait pu être une sorte de base de criminels européens, miliciens qui sont partis à l'assaut, si l'on veut, des Algériens supposément indépendantistes en mai 1940. Premier exemple. Deuxième exemple, à Bab el-Oued, un quartier d'Alger centre, pour résumer, j'ai étudié des crimes de l'OAS, de l'organisation armée secrète sur laquelle quand je reviendrai, et des immeubles de logements sociaux qui sont très nombreux, dédiés aux Européens, aux Algériens, à proximité. Et j'ai étudié comment ça a été des bases, là encore, de tueurs européens, bases de résistance de certains Algériens, encore en croisant sources judiciaires, liste de locataires des offices HLM ou d'autres sociétés, perquisition aussi de la gendarmerie et des militaires avec les archives de Vincennes. Donc voilà, ça c'est le croisement de ma thèse et de la violence. Et j'insiste, j'ai commencé par ça, vraiment croisement de sources qui permet de dépasser la connaissance de certains tueurs, d'arriver à les spatialiser, et de dépasser aussi
la connaissance, disons, sans relief d'un immeuble hein, pour comprendre l'imbrication dedans. Voilà, je ne fais pas plus long, puis on reviendra sur 1001 détails de tout ça. Merci. Alors, Brian, quant à toi? Il fonctionne? Oui. Alors, en ce qui me concerne, j'avais réalisé ma thèse pendant 4 années, au lieu de 3, parce que le Covid est passé par là, sur la violence militante du gaullisme d'ordre, l'aile droitière de la famille gaulliste, qu'on a tendance à retenir comme étant une famille unie, qui n'est pas du tout en réalité, c'est une famille extrêmement divisée et déchirée, entre des ailes droites et des ailes gauches, et un centre fourre-tout pompidolien. Et en menant ces études à l'origine, je ne m'intéressais pas à l'origine particulièrement à la ville, je m'intéressais à la violence. Dans le cadre de mes recherches, entre le 30 mai 68 et le 18 juillet 81, je suis parvenu à recenser environ, là c'est un sondage, environ 3000 incidents en France, dont, à ce jour, je peux dire avec précision, au moins 514 impliquent les gaullistes, de façon certaine. Soit en tant que victime, soit en tant qu'agresseur, soit que juste on sait qu'ils sont là, mais on ignore qui a provoqué le conflit. Quand je parle d'incidents, il faut comprendre tous les types d'actions physiques, que ce soit simplement jeter un pavé dans la vitrine d'une permanence, gifler une personne dans la rue, parce que ça arrive, juste on vous met une gifle, c'est une agression, le passage à tabac de militants, ou encore des agressions qui peuvent être très graves, parce qu'on a parfois des blessés sérieux, voire même des assassinats, il y a des homicides plusieurs fois durant la période, qui impliquent les gaullistes, et d'ailleurs les homicides sont tous imputables à des gaullistes, ce ne sont pas les victimes dans ces cas-là. En fait, c'est en voyant le sujet sur la ville que je me suis un peu interrogé avec mes sources qui sont extrêmement variées, donc je ne vais pas insister là-dessus pour l'instant, mais en faisant une ventilation de mes travaux, je me suis rendu compte que la ville représente 93% des espaces où il y a un incident physique. Vous n'avez que dans 7% des cas une commune de moins de 2000 habitants, c'est-à-dire le critère qu'on donne pour un village au sein de l'INSEE à l'époque, alors même que lorsque vous prenez les statistiques de l'INSEE de 1975, l'espace urbain ne représente que 73%. C'est énorme. Les statistiques explosent, on voit clairement que c'est dans les villes que les individus vont s'affronter, que les individus seront prêts à risquer physiquement ou matériellement leurs biens, leur corps, pour défendre leur idéologie. Et ça, j'ai pu le déterminer grâce à une trentaine de dépôts d'archives départementales que j'ai vraiment essayé volontairement de chercher un peu partout en France pour faire un sondage, en plus des dépôts d'archives nationales et de la presse, ainsi que quelques témoins. Et pour terminer déjà sur ce premier point, comme Karl, moi je tenais à regarder par le bas la violence politique. C'est-à-dire que je me suis intéressé d'un côté à l'étude partidaire, mais j'ai voulu surtout me focaliser sur les militants eux-mêmes. Qu'est-ce que ces individus qui sont abreuvés d'une idéologie et de certains ordres contradictoires ont pu faire concrètement sur le terrain et comment ils ont pu le vivre? Merci Brian. Alors, on te laisse le temps de t'installer, Maëlys. Ce qui a été déjà présenté, présente plusieurs intérêts, notamment le fait que vous avez là 3 jeunes chercheurs qui ont rencontré la violence sans chercher dès le départ à travailler sur la violence. Enfin, je pense qu'en particulier, toi Thierry, c'était pas ça ton sujet, c'est beaucoup plus déjà central dans le sujet de Karl et dans le terrain de recherche de Brian. Est-ce que tu es prête à intervenir? Bien, est-ce que je continue un petit peu? Bon, Maëlys Nouvelle nous a rejoint. Bonjour à vous tous, du coup. Je suis vraiment en retard puisque j'ai eu un train effectivement qui a été annulé. Donc moi, dans la foulée de mes camarades, je vais vous présenter également mes travaux. Donc moi, je suis en thèse sur les violences sexuelles à la fin du Moyen-Âge devant la justice en France du Nord. Donc je travaille de la fin du XIIIe siècle, disons jusqu'au début du XVIe siècle. Et comment est-ce que j'ai rencontré la ville dans mes travaux? Essentiellement, en fait, et tout bêtement, pour des questions de sources, puisqu'il nous reste en fait très peu de documents datant de la fin du Moyen-Âge, en comparaison de la période moderne. Et ces siècles, 14e, 15e en particulier, sont très marqués par ce qu'on appelle le processus de construction étatique, qui passe en particulier par la centralisation progressive des droits et des droits de justice entre les mains du roi de France et de ses officiers, au détriment en fait des droits des juridictions locales. Alors, ces juridictions intérieures, locales, elles peuvent correspondre à des juridictions seigneuriales par exemple,
qui là très souvent vont correspondre à des territoires ruraux, des fiefs. Et puis on va aussi avoir d'autres juridictions inférieures comme les juridictions municipales. Et ce sont ces juridictions, lorsqu'elles correspondent à des villes d'une certaine importance, disons, démographique et économique, qui ont développé une certaine capacité à résister à cette captation progressive de leur pouvoir juridictionnel, en particulier sur les crimes qu'on appelle de haute justice, dont fait partie le viol, sous le terme de rapt. Et en fait, ces villes se mettent en réponse à conserver leur documentation judiciaire, parfois dans sa quasi-intégralité pour le XVe siècle, pour prouver tout simplement qu'elles disposent et qu'elles ont toujours disposé du droit de juger, en particulier du viol. Et donc c'est comme ça que j'en suis venue à l'histoire urbaine, tout simplement du fait de mes sources qui mettent en récit, en très grande majorité, des violences sexuelles qui ont lieu en ville. Merci. Donc on a rencontré là avec ces 4 premières présentations à la fois les villes comme des territoires, en fait des espaces, des territoires administrés et des espaces dans lesquels vivent des sociétés en fait. Donc vous voyez que chacune des rencontres et aujourd'hui quand les jeunes chercheuses font de la recherche, je pense qu'ils sont tous très sensibilisés à la question des identités. De tous les principes d'organisation du social qui créent des clivages internes. Et donc là, vous avez quelqu'un qui travaille sur le genre, quelqu'un qui travaille plutôt, pas seulement, mais tu rencontres la question de la race, je pense, enfin, là, ce qu'on peut appeler comme cela. Là, c'est plutôt la classe, peut-être. Ouais, c'est ça, donc on a tout. Et le politique, voilà, qu'il faut mettre avec tout ça, puisque toutes ces questions, elles sont aussi quand même politiques. Et dans tous les cas, on rencontre des sociétés et on rencontre aussi des forces de l'ordre et des institutions comme la justice, les polices plurielles, qui sont aussi des questionnements très actuels. Alors, puisque on est là sur des travaux en train de se faire ou qui viennent juste de se faire, enfin qui sont toujours en train de se faire aussi, on avait envie qu'il y ait une partie de la table ronde qui soit consacrée à un point sur les sources, en fait, sur des exemples de sources sur lesquelles chacune a travaillé. Donc peut-être, est-ce qu'on repart dans l'ordre chronologique avec voilà, donc une première présentation de sources médiévales d'abord. Voilà, donc moi j'ai choisi pour entamer donc, ce tour de table et nourrir nos réflexions à venir, une affaire parisienne dont la géographie sera peut-être un peu plus facile à appréhender pour le public qu'une ville de plus petite importance. Donc on est à Paris à la fin du XIVe siècle, en plein règne de Charles VI, dans une phase creuse de la guerre de 100 ans, un petit peu avant la guerre civile. Et j'ai choisi de vous présenter une plainte pour viol qui est prononcée devant le Châtelet de Paris, en date du 2 janvier 1394. Il s'agit véritablement d'un document rescapé, puisque c'est une copie d'un original détruit, qui est aujourd'hui conservé dans les archives de la Chambre des comptes du duc de Bourgogne à Lille, donc aujourd'hui aux archives départementales du Nord, et qui prend, comme vous pouvez le voir, la forme d'un long rouleau de près de 5 mètres, donc il faut réussir à le dérouler, qui est déchiré en deux, et sur lequel repose la plainte et les témoignages successifs des 19 riverains et riveraines interrogés par les hommes du prévôt de Paris dans ce cadre. Donc la plaignante, c'est Isabelle Deschampions. Il s'agit d'une fileuse de laine de métier qui est veuve en fait, d'un sergent d'officialité à Paris, et elle explique donc au magistrat qui prend sa déposition la veille au soir, donc elle a quitté son logement situé rue Sacali. Alors la rue Sacali, c'est l'actuelle rue Xavier Privet qui est tout près de la place Saint-Michel à Paris, qui n'existe pas encore au XIVe siècle, hein, elle a été percée dans les années 1850. Donc elle quitte son logement pour aller faire une course pour sa mère malade. Elle passe d'abord chez une voisine, une jeune femme de Jean Prive, à qui elle va demander du poisson, et n'en ayant pas à disposition, elle va en acheter sur le petit pont, où elle est suivie et ensuite abordée tout près rue de la Huchette, en rentrant chez elle par 4 inconnus. Alors l'un d'eux, je cite la plainte, l'a pris par le bras en lui disant « Parle à moi », et elle lui répondit « Je n'ai que parlé à vous, je ne vous connais pas et ne sais qui vous êtes, laissez-moi aller, je suis mariée et femme de ménage, donc ménagère ». Et un témoin entend l'un des hommes lui répondre « Malgré Dieu, faites-vous-ci la précieuse, nous vous mènerons au Bordeaux, donc au bordel, en bonne brigade où il y a plus de 30 compagnons. » Donc il l'attrape par les bras, l'affuble d'un manteau au niveau de sa tête pour pas qu'on la reconnaisse, et aussitôt elle se met évidemment à crier et à apostropher les passants. Je cite toujours sa plainte, s'écria disant « Hélas, bonnes gens, s'il y a âme qui me connaisse,
si aille dire à ma mère que ces gens m'emmènent. Et elle croise plusieurs passantes, notamment la voisine chez qui elle vient de passer, Jeanne, femme de Jean Prive. Elle lui crie au secours, mais cette dernière n'intervient pas, son mari n'étant pas à ses côtés et voyant les malfaiteurs armés de plusieurs couteaux. Et c'est finalement une toute jeune fille de 10 ans, Jeannette Gaillard, qui aperçoit la scène et qui va en fait prévenir la mère de la victime avec une voisine plus âgée. Donc Marie Deschampions, la mère, âgée de 67 ans, se lève aussitôt et va avec les voisines parcourir tout le quartier, le petit pont, les rues adjacentes, lanterne à la main pour tenter de retrouver sa fille puisque la nuit est déjà tombée. En vain, puisque les 4 agresseurs en fait font tout de suite loger à Isabelle Deschampions le quai des Augustins et lui font traverser alors ce qu'elle décrit comme le pont Neuf qui est en fait non pas le pont Neuf, notre pont Neuf qui est tout au bout de la cité mais l'actuel pont Saint-Michel. Jusqu'à une taverne qui s'appelle l'Hôtel de la Heuse, dont la localisation n'est pas précisée dans les documents. Ils entrent, le tenancier voit la plaignante en larmes, il refuse de les laisser monter dans une chambre haute et il fait promettre aux agresseurs de la ramener en sécurité chez elle sans violence. Et lorsqu'ils ressortent, évidemment, il ne rentre pas à son domicile, il la dirige vers l'hôtel de Flandre, qui est un hôtel princier, l'une des résidences parisiennes du duc de Bourgogne à Paris, qui se situe vraiment tout à l'autre bout de Paris, comme vous le voyez, c'est tout en haut, rive droite. Donc il la fait entrer de force à l'hôtel de Flandre, là où il loge en fait de façon très probable, lui retire un anneau d'or qu'elle portait au doigt afin de lui faire promettre, en échange de sa restitution, de revenir dans le même lieu le lendemain pour avoir un rapport sexuel. Alors elle feint d'accepter de façon à être relâchée par ses ravisseurs, mais ces derniers, qui affirment enfin la ramener chez elle, la suivent et la forcent à entrer dans un bordel qui est situé rue de l'Abreuvoir de Mâcon. Donc là, on est vraiment à quelques rues de la rue Sakali où elle habite, où il la viole et où il la relâche enfin. Et le lendemain, donc, elle dépose plainte devant un officier du Châtelet en expliquant ne pas connaître ces 4 agresseurs, dont l'enquête permet de révéler l'identité. Il s'agit en fait de 3 serviteurs de la cour du duc de Bourgogne, Philippe le Hardy, et puis d'un Parisien, Jean Sevestre, qui est un botteleur de foin qui travaille sur les quais de la cité. Donc on a 3 étrangers et un Parisien. Alors le premier s'évanouit dans la nature sans pouvoir être appréhendé. Les 2 suivants sont arrêtés et incarcérés au Châtelet, et le dernier est absous par la plaignante, probablement après négociation entre les parties. La plaignante finit par faire appel au Parlement de Paris face à l'inaction du Châtelet qui, au bout de plusieurs mois d'enquête, ne prend pas de décision. Et le verdict tombe finalement le 23 mai 1395, donc on est déjà plus d'1 an après les faits. Les 2 hommes écroués sont condamnés à une lourde amende et ils finissent par être libérés sur accord de la plaignante le 18 juillet 1397, après donc 3 ans et demi de détention au Châtelet, puis à la conciergerie. Merci pour ce beau cas d'affaires judiciaires et de crimes. Qui prend la suite peut-être On continue. On part au Mans. On part au Mans, donc en 1839, donc c'est, je vous rappelle, en septembre 1839, on est au milieu de la monarchie de Juillet, donc sous le règne de Louis-Philippe. Et moi, je voulais vous présenter cette archive, mais qui pose un petit problème, je vais vous expliquer pourquoi. Pour faire de l'histoire populaire, sur la première partie du 19e siècle, on a un problème, c'est les écrits populaires, qui n'existent quasiment pas. En tout cas, sur l'événement sur lequel je travaille, moi, je n'ai rien. Donc, on est obligé de passer par les sources qui sont produites par les autorités, c'est-à-dire les rapports de police, les rapports de gendarmes, rapports de procureurs, la presse. Et d'une manière assez homogène, on a un discours très misérabiliste sur les classes populaires, très décrédibilisant, c'est-à-dire en gros, l'émeute elle est absurde, elle n'a aucun sens, c'est une queue de comète de l'ancien régime, c'est un réflexe, une crainte de voir une famine arriver, alors que la circulation des blés, au contraire, permettrait une abondance sur tous les territoires. Donc il y a vraiment ce discours qui est très présent dans les archives. Et donc, comment on fait de l'histoire populaire avec ça ? Donc on peut déjà essayer de croiser ces différentes sources pour essayer justement de comprendre quelles sont les logiques, quels sont les gestes, quelles sont les paroles. Un exemple typique,
le soir le troisième soir de l'émeute, le 16 septembre, il y a une machine qui est détruite, un moulin, une minoterie. Et tous les rapports de police, en tout cas les actes d'accusation également, font état de cris « à bas la mécanique ». Donc évidemment, ça permet, en historien du social du 1er 19e siècle, d'essayer de voir une forme de ludisme derrière ce geste. C'est-à-dire le fait d'aller casser une mécanique dans l'objectif de contester une forme d'industrialisation qui passe par la mécanique, et qui dépossède les ouvriers de leur temps de travail. La machine, elle crée un rythme, qui les dépossède d'un savoir-faire. On est au Mans face à des tisserands, donc évidemment, voilà, il se passe, il y a toute une arrière-pensée autour de ça. Mais j'ai quand même une source, donc c'est celle-là que je voulais vous présenter, mais je suis obligé de faire un petit peu un pas de côté, parce que cette source, elle a été produite quelques jours, quelques semaines après l'émeute du Mans, un petit peu plus à l'ouest, en Mayenne, à Montsûrs. Et voici ce qui est. Donc c'est un placard, c'est-à-dire c'est une affiche qui a été placardée donc en octobre 1839 sur les halles en Mayenne. Au nom du public, nous invitons le maire à faire diminuer le grain et faire aller le commerce ou la mort révolte. Donc il y a déjà une problématique de ponctuation qui donne des sens un petit peu différents, mais ce qui est intéressant déjà, c'est la matérialité de l'objet. C'est-à-dire qu'on est face à un papier qui a été arraché par la police, donc moi c'est comme ça que j'y ai accès, parce que ça a été conservé dans un rapport, et en même temps, cette affiche, elle a été suivie des faits. C'est-à-dire qu'elle a été affichée une nuit, et le lendemain, on a bien des rassemblements qui ont lieu pour entraver le commerce. Matérialité aussi, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petites lignes, donc on voit qu'on a pris soin, l'écriture est assez propre, l'orthographe est plutôt bien aussi. Bon, voilà, il y a une sorte de soin qui est donné au fait d'aller contester publiquement, d'afficher un morceau de papier. Et ce pas de côté par cette affiche, ce placard, permet également d'appréhender ce qu'on pourrait appeler une forme de politisation turbulente. C'est-à-dire les mentalités qui sont la vision politique qui émerge au travers d'un tumulte. Déjà avec le mot public, hein, c'est pas au nom du peuple, c'est au nom du public. Donc qu'est-ce que ça dit justement de l'espace public, de ce qui devrait être considéré comme un bien commun, puisque au début du XIXe siècle, on peut encore parler d'économie morale sur la question des grains. C'est-à-dire, il y a une sorte de concurrence entre le principe de propriété privée, qui est sacralisé dans la Déclaration des droits de l'homme, propriété privée qui fait que si quelqu'un est propriétaire d'un sac de blé, s'il souhaite le faire partir loin et de le vendre au prix qu'il le souhaite, il peut le faire, c'est sa propriété privée. Et une autre conception qu'on voit justement surgir ici, qui est de dire, non, en fait le blé c'est un moyen de subsistance, et en particulier le blé, dans la première partie du 19e siècle et dans l'ouest de la France, le blé ça représente 40 à 50% d'un budget d'un foyer de la population des classes ouvrières. Donc c'est quelque chose de très important, et on dit ça, s'il y a une nécessité sociale à se l'approprier collectivement, eh bien on peut le faire. Et on le voit également dans le fait que cette affiche, elle nous dit « nous invitons le maire ». C'est-à-dire qu'il y a une démarche d'aller chercher un intermédiaire, une autorité qui va légitimer l'entrave. Parce que ce qu'on appelle une entrave, c'est le fait de bloquer la circulation et d'exiger une vente. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de pillage dans les cas d'émeutes frumentaires. En tout cas, en 1839-1840, il y a un grand cycle comme ça d'émeutes frumentaires. Celle du Mans, elle s'inscrit vraiment dans quelque chose de plus vaste. Et systématiquement, on exige une vente. Une vente à un prix qui est considéré comme juste par la population qui est en train de bloquer. On ne vole pas, très rarement. Donc ça, c'est un élément également intéressant. Diminuer le grain, bon, évidemment, là, il y a une forme de naïveté, mais c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, c'est que c'est contre-intuitif, c'est diminuer le prix du grain, évidemment, et pas la quantité, ou faire aller le commerce. Donc c'est l'idée, faites confiance au marché concret, à la place du marché,
ne permettait pas la spéculation, parce que ce qui est recherché dans ces entraves, c'est d'arrêter les spéculateurs. Donc à l'époque, c'est ce qu'on, en tout cas dans les sources, ils appellent ça des blatiers, donc c'est la personne qui va spéculer sur les blés. Et puis enfin, la dernière petite phrase, « où la mort révolte », fait référence à plein de choses. Hein, on pourrait penser aux phrases des Canuts, en 1831. On pourrait penser aussi à des phrases qui sont liées à la Révolution française. En tout cas, il y a une forme comme si on assumait le fait qu'il y avait une possibilité de violence. C'est-à-dire, si, encore une fois, il y a une nécessité sociale à un moment donné de pratiquer une violence, eh bien on prévient que cette violence aura lieu, hein, ou la mort révolte. Je m'arrête là. Oui, peut-être qu'on passe la parole, merci. Oui. On va à nouveau progresser d'un siècle et se déplacer de l'autre côté de la Méditerranée en Algérie, et précisément à Alger. Alors, juste avant de commenter ces photos, 3 mots sur la situation et le moment colonial en Algérie. Domination française qui débute en 1830, une large partie d'entre vous le savez. Domination coloniale qui se manifeste par une appropriation des terres, appropriation des immeubles aussi pour ce qui est des zones urbaines, et système juridico-politique fondé sur des hiérarchisations raciales, et je vais revenir sur ce point en commentant notamment la photographie de gauche. Si je bondis en 1954, hein, donc la colonisation, le fait colonial et les relations coloniales sont bien installées depuis plus d'un siècle, les logiques coloniales et le refus de reconnaître le fait national algérien ont conduit un petit nombre d'Algériens à engager une insurrection. La radicalisation colonialiste contribue à faire une guerre qui dure, et en 1961, qui dure depuis cette année, et qui se prolonge, la fin s'annonce plutôt proche, mais en tout cas qui a duré. La guerre, jusqu'en 1960 à peu près, et en étant schématique, a d'abord été rurale et montagnarde, hein, montagne kabyle, Aurès, et l'ensemble des maquis qui parcourent l'Algérie de l'est à l'ouest et jusqu'au sud saharien. Les villes d'Algérie, c'est le thème qui nous regroupe ces quelques jours, elles sont rentrées dans la guerre selon des rythmes assez différents. Alger dès 55-56, ça s'accroît encore en 57, avant de... Disons que la conflictualité s'abaisse quelque temps et ressurgit à compter de 1960. Oran, encore d'autres rythmes, Constantine, Tizi Ouzou, pour n'en citer que quelques-unes, aussi. À Alger, pour me concentrer et arriver dans quelques secondes sur cette scène de droite, les jalons de la violence sont croissants à partir de 1955-1956. En 1956, en février 1956, des Européens, mais nombreux, font rebrousser chemin au président du Conseil, Guy Mollet, qui vient en Algérie pour imposer sa politique. Les Européens s'imposent sur le pouvoir central et font nommer quelqu'un d'autre que celui qui était pressenti. Quelques mois plus tard, un an plus tard, vous avez un épisode de ratonnade, donc en décembre 1956, un épisode de violence urbaine où des civils européens fondent sur un certain nombre d'Algériens, un phénomène qu'a mis en avant récemment Sylvie Thénault dans un livre déterminant sur ce phénomène de violence entre civils, d'une partie des civils, des Européens, des civils européens sur les civils algériens. Si je progresse encore, en juin 1958, là encore, les Européens, civils mais aidés par l'armée, font chuter le gouvernement général d'alors, l'autorité suprême en Algérie, et font chuter à terme, en quelques jours, la République, et c'est le moment de passage de la 4e à la 5e République. En 1960, j'avance encore dans le temps, en décembre 1960, de grandes manifestations, alors que le président de Gaulle a engagé ce qu'il a appelé l'autodétermination un an avant, de grandes manifestations d'Européens font monter encore la pression et s'engagent de plus en plus dans des violences d'ampleur. Les Algériens eux-mêmes, pour une première fois, s'engagent dans la rue le lendemain de la prise de rue algérienne. Avril 61, des généraux décident de prendre le pouvoir, ce qui s'appelle le putsch des généraux. 4 généraux, Raoul Salan, Zeller, Jouot et Chal, décident de prendre le pouvoir et échouent en quelques jours. S'engage à compter d'avril 61, un an. Vous voyez qu'on arrive sur ce moment 61-62, s'engage un an de violence
de nature terroriste engagée par un groupe qui s'est constitué à Madrid au début de l'année 1960 qui s'appelle l'Organisation de l'Armée secrète, connue sous son sigle DOAS. Donc voilà, c'est une montée des violences progressives qui a occasionné des scènes de rue comme celle que vous avez ici et que je vais commenter ici en quelques minutes. Alors, je vous l'ai dit, moi j'ai fait une thèse sur les logements sociaux. Cette scène, elle n'est pas localisable par l'agence de presse qui l'a produite. En tout cas, peut-être qu'elle a pas. Cette image en ligne n'a pas eu son complément de contextualisation. Vous voyez, à droite, on a une photographie d'un grand ensemble des années 50 sur lequel je finis. Alors cette image, si on la prend dans son ensemble, on voit avant tout l'ensemble des badauds qui passent, très vraisemblablement européens, bien mis, si on s'attarde sur ce détail-là. Veston de ville, il y en a un seul, un monsieur à gauche qui a un tablier d'artisan ou de vendeur, des gens bien mis en cravate, chaussures cirées, et il y a un individu qui fait voir la violence ici urbaine, un corps difficilement identifiable qu'on ne voit, en tout cas pour ce qui me concerne, qu'en second temps ou pas à la première seconde. Donc voilà, une scène, comme il y en a eu beaucoup à l'hiver 62 et au printemps 62, probablement ou à Bab el-Oued, que j'ai évoqué brièvement tout à l'heure, riche de logements sociaux, ou dans d'autres quartiers, notamment le champ de manœuvre, riche aussi de logements sociaux, qui sont des quartiers où les violences étaient particulièrement aiguës, quartiers peuplés au moins aux 3/4, voire plus d'Européens. Cette image, cette photographie de presse, elle ne peut être qu'urbaine. Là encore, on retombe sur notre sujet qui nous rassemble, par la masse des Européens, qui à ce moment-là sont devenus quasiment exclusivement urbains, même s'il y a encore quelques rares Européens restés, disons, dans les champs. Elle ne peut être qu'urbaine aussi par l'habit des uns et des autres, de cadres, en tout cas d'employés de bureaux. Voilà, une scène d'ensemble et des habits qui signent ceci. Une posture aussi qui interroge, des regards dont on aurait peine quand même à comprendre le sens. Un monsieur qui passe, qui dévisse ici, des badauds qui semblent engagés ou qui vont peut-être, qui vont probablement engager une discussion là-dessus, mais qui ont l'air ici d'arriver après coup, quelques secondes, voire minutes après, qui ont l'air mutiques, ou en tout cas qui sont autour du corps et qui prennent position, tout leur regard étant vers l'événement du moment, les uns avec des lunettes de soleil, c'est à noter, la décontraction visible, en tout cas apparente de certains qui ont une cigarette, le jeune homme qui passe ici, et un autre qui a sa cigarette à la bouche, en train de commenter la personne qu'on imagine, alors qui est-elle cette personne qu'on imagine être vraisemblablement un Algérien qui venait travailler là ou qui passait par là. Certains osent encore le faire à ce moment-là, ça devient de moins en moins vrai au fur et à mesure des semaines. Peut-être aussi tout de même l'un des rares communistes ou libéraux européens qui sont pour la fin de la guerre, la fin évidemment des crimes de nature terroriste, qui sévissent à Alger à ce moment-là. Il s'agissait pour l'OS, il s'est agi pour l'OS de progressivement, la défaite semblant certaine, de tuer en fait les Algériens à vue, quels qu'ils soient ici. Alors uniquement des hommes aussi sur cette photographie qui contribuent à réfléchir à la place des uns et des autres ici, enfin absente, alors peut-être au second plan, au troisième plan, mais en tout cas uniquement des hommes, plutôt, enfin aussi bien jeunes qu'âgés, hommes qui subissent, qui sont vecteurs de violence et qui observent cette violence. Le propre des photographies, c'est d'ignorer ce qui a pu précéder, c'est d'ignorer ce qui suit aussi, donc voilà, biais de sources, en tout cas limite de sources évidentes. On ne connaît pas le hors-champ non plus, c'est propre à toutes les photographies, mais est-ce que c'est toute la foule qui est là, on en devine derrière, et on ignore ce qu'il y a à notre place ici. Quid aussi du tueur, on ignore qui il est, souvent les uns et les autres étaient à scooter ou en voiture et fusillaient depuis leur poste de conduite, ou en tout cas à l'arrière du scooter quand c'était le cas. Les corps eux-mêmes, pour parler de la victime, pouvaient rester souvent plusieurs heures sur la voirie, voire parfois passer la nuit et la journée qui pouvait suivre. Alors cette photographie, elle permet de nous documenter sur l'histoire des violences urbaines en guerre, ça c'est une première évidence si je puis dire, sur le regard des Européens aussi, même si les conjonctures sont parfois difficiles à saisir sur le sens de la position de chacun ici, permet de documenter la sensibilité aussi des uns et des autres après cette année de guerre,
sorte de nonchalance apparente ici, en tout cas une habitude qui a pu se créer. Quelques semaines avant, des Algériens avaient été crucifiés sur des fils tendus entre plusieurs immeubles, d'autres avaient été brûlés dans une voiture, bon, des scènes particulièrement barbares. Et autre point, après cette question des violences urbaines, des regards des Européens, de leur sensibilité, on a là presque la métaphore ou l'incarnation du rêve de la domination coloniale, des Européens debout et qui jugent de haut ce qu'ils nommaient alors un indigène qui était abaissé plus bas que terre. Si on veut voir là une sorte de point d'orgue du moment colonial et du rêve colonial des ultra-colonialistes. Alors, beaucoup plus brièvement que je ne m'accapare pas trop la parole, cette capture d'une vidéo, c'est aussi pour vous évoquer les reportages et la richesse de l'INA que vous devez connaître. Donc, je fais une capture d'écran. Ici, sur cette photographie de droite, on a des barres d'immeubles qui... Alors j'ai pris un moment où ils occupent, disons, 2/3, ou en tout cas une bonne partie de l'écran. Des immeubles modernes, encore typiques des villes qui deviennent tentaculaires de cette époque-là, des immeubles des années 50, alors on est Alger centre, pas l'ultra-centre, mais le centre. Immeubles habités en large partie, alors là j'ai étudié le peuplement intégralement, au moins 90% d'Européens. C'est dans l'un de ces immeubles que Maurice Audin a vécu par exemple, et qu'il a été kidnappé par l'armée française en juin 1957. Et ici on a un homme de troupe français qui fait le siège de ces barres d'immeubles qui sont en fait devenus à ce moment-là l'un des repères de l'organisation armée secrète, et l'armée française ayant acté qu'il s'agissait enfin de réprimer, ou au moins de faire cesser les crimes de l'organisation armée secrète, a pu boucler ce quartier-là comme ils avaient pu boucler, enserrer des quartiers algériens quelques années auparavant. Donc voilà, modernité urbaine et violence urbaine, ici incarnée notamment par ce canon qui est pointé vers des logements européens. Alors, dans cette scène précisément, il n'y a pas eu de mort, le canon n'a pas tiré, mais ça a servi pour les perquisitions. Voilà. Merci. Alors, on va passer à une dernière source qui montre bien l'importance de la photographie et aussi des images de presse en histoire contemporaine. C'est vrai. Alors en fait, nous sommes ici dans un contexte très particulier là aussi, moins conflictuel, bien que statistiquement assez remarquable. Nous sommes en plein événement 68, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Boyer. Autrement dit, nous sommes le 7 juin 1968 à Rennes. Avant de commenter la photo, je vais juste rappeler le contexte lui-même. Comme vous le savez, probablement, car ça reste encore marqué dans nos mémoires collectives, mai 68 a vu un pic de manifestation. On est entre 20 et 25% de Français qui sont en grève et qui manifestent le 27 mai 1968. On n'a jamais revu ça actuellement. C'est quand même entre 7 et 10 millions de grévistes et de manifestants en France. On n'a jamais vu ça. C'est vraiment presque le quart de la population. Les gaullistes sont en peine, ils sont complètement dépassés par les événements, mais il y a un retournement de situation qui démarre le 30 mai 68 avec la grande manifestation sur les Champs-Élysées. C'est la photo que vous avez vue en bas à gauche au début, une des images que vous avez montrées, où il y a un militant qui fait flotter un drapeau français sur l'Arc de Triomphe pour voir les gens en fait défiler. Donc on a au moins 500 000 manifestants, je vais dire pro-gaullistes, parce qu'ils ne le sont pas tous, il y a de l'extrême droite, il y a des libéraux qui sont anti-gaullistes, mais qui sont encore plus anti-marxistes, comme ils disaient à l'époque, contre en gros toute forme de gauche et d'extrême gauche. Et là, les gaullistes décident, face à ce succès, de lancer une série de manifestations en province, en fait. Ils vont faire plusieurs manifs dans environ une soixantaine de villes françaises pendant toute une semaine. Du 31 mai au 7 juin, ces manifestations vont rencontrer un grand succès à chaque fois parce qu'on arrive à avoir parmi les plus importantes manifs de l'histoire des villes en question à chaque fois. C'est un succès énorme. Rennes est un cas particulier car il s'agit de la dernière manifestation des gaullistes, c'est le 7 juin, ces derniers jours, et il se trouve que c'est l'un des seuls échecs de ces manifs de province chez les gaullistes, car vous avez devant vos yeux une image unique, la seule photo que je suis parvenu à trouver à ce jour d'un affrontement militant en direct, pris en image, entre 68 et 81, c'est la seule photo à ce jour qui existe, et il se trouve que vous avez devant vos yeux une partie des 200 à 300 gaullistes qui sont mis en débat, vraiment en débâcle face aux gauchistes. Là, vous avez des perdants sous vos yeux d'un parti qui est en train de gagner.
Donc c'est une image absolument unique sur plusieurs points. On est dans une ville, on est juste après le monument aux morts de Rennes, si vous situez le lieu. Les gaullistes étaient en train de chanter la Marseillaise et de planter un drapeau avec la croix de Lorraine lorsqu'environ 500 gauchistes, c'est le terme employé, donc je ne sais pas exactement qui sont les acteurs, car force de l'ordre, militants gaullistes et presse parlent seulement de gauchistes, et les agresseurs eux-mêmes ont soigneusement évité de revendiquer leurs crimes qui pouvaient leur valoir une peine de prison. Donc, on va dire des gens d'extrême gauche qui les ont mis en déroute, et vous remarquerez que si les gens d'extrême gauche sont très visibles sur cette image, les témoignages vous indiquent que ce ne sont que des hommes, et ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est que les perdants ne sont que des hommes. On a en fait, j'ai envie de dire, une affaire d'homme à homme, où le combat s'est mal déroulé pour les gaullistes ici. Cette image, elle parle beaucoup à mes yeux de ce qu'est la violence militante, parce que là, on a affaire à un degré d'intensité moyen, c'est-à-dire des combats de groupe entre individus. Les gaullistes n'avaient pas pris d'armes, c'est une des seules manifs où ils ne sont pas armés, d'ailleurs, et ils l'ont sûrement regretté, puisque les gauchistes, eux, avaient des barres de fer. Et étonnamment, vous constaterez qu'avec leur manu et leur sous-nombre, ils ont perdu. Je pense que je ne vais pas m'attarder plus longtemps, vu qu'on doit suivre un programme. Merci beaucoup. Tout ça, c'est passionnant. Ça nous montre et ça nous rappelle que la violence s'inscrit dans des contextes. Et c'est pour ça que chacun a pris son temps pour présenter un peu les situations qui sont à l'arrière finalement de ces documents, et ce que ces documents révèlent aussi. Et pour montrer comment ces violences, elles sont révélatrices de conflits. Alors c'est toujours pareil, quand on travaille sur la violence, souvent on a envie de rappeler que c'est quand même souvent des situations exceptionnelles, que la normalité ce n'est pas la violence. Mais en l'occurrence, ça nous montre des rapports sociaux, des rapports de classe, des rapports de genre qui sont potentiellement conflictuels. Et ces conflits, on voit bien qu'ils peuvent être soit horizontaux, puisqu'entre les militants, au fond, il y a quand même une proximité probablement sociale et puis de genre, comme on voit. Ils peuvent être aussi verticaux et se situer dans des rapports de domination. Alors, vous avez vu que dans les différents travaux, il a été question de ces sociétés. Mais alors, ces sociétés s'inscrivent dans l'espace. Alors, peut-être assez rapidement, puisque après, quand même, ce qui est intéressant, c'est de discuter ensemble de ces questions et de ces travaux. Finalement, est-ce qu'on peut se demander ce que la violence fait à la ville ? Peut-être c'est aussi un moyen de... Après, on lancera le débat. Mais puisqu'on parle de la ville, qu'est-ce que ces violences font à la ville ? À la perception de la ville, est-ce qu'il y a des sortes de dialectiques finalement, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des violences à des endroits fait qu'ensuite on a peur d'aller dans ces endroits, on va les sécuriser de telle ou telle manière, ou alors on se représente la ville différemment parce qu'on intègre dans la grammaire finalement de représentation de l'espace le fait qu'il y a des violences. Je vais repartir dans l'ordre chronologique oui. si vous le souhaitez. Mais peut-être du coup, parce que là je crois que ça fait 48 minutes à peu près qu'on a commencé, ou pas. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Il nous reste 40. Il nous reste 40 minutes, on a du temps. Donc quand même, ça va. Alors évidemment, la question du caractère exceptionnel ou assez banal finalement de ces violences, elle est extrêmement difficile à résoudre pour les derniers siècles du Moyen-Âge. D'une part, pour la raison que vous connaissez, le chiffre noir, les crimes délits qui ne sont pas signalés à la justice, et puis d'autre part, quand on est médiéviste, parce que la plupart des plaintes qui ont été déposées n'ont pas forcément été mises à l'écrit et surtout n'ont pas été conservées. Donc on a en plus un filtre documentaire qui se surajoute à tout ça. Ici, on est sur une agression de rue au Châtelet de Paris, sachant qu'on n'a quasiment pas d'archives du Châtelet. On a quelques affaires qui nous restent pour les années 1389-1392 avec une seule affaire de viol et on n'a quasiment rien pour le XVe siècle pour pouvoir comparer. Ce qu'on peut faire, c'est comparer à d'autres villes, alors de moindre importance démographique, mais tout de même, qui ont beaucoup mieux conservé leurs archives. Et là, je pense en particulier à la juridiction échevinale, donc municipale de Dijon. Donc là, on est chez les ducs de Bourgogne. Et en fait, on a, alors, en moyenne à Dijon, on a 2 plaintes pour viol ou tentative qui sont conservées par an. Et quand on regarde où est-ce que ces agressions ont lieu, elles ont lieu de manière très minoritaire, en tout cas minoritairement dans les rues, c'est-à-dire qu'on a 10-11% de viols et surtout de tentatives d'agression dans les rues, et à l'inverse, on a plus de 80% des viols et des tentatives qui débutent
ou qui sont commis dans des maisons et la plupart du temps au domicile des plaignantes, plus rarement au domicile des accusés. Donc déjà là on se rend compte que finalement si on met cette affaire Isabelle Deschampions en perspective, c'est déjà une forme d'agression qui n'est pas si courante que ça. Et qui en fait est quand même intéressante parce qu'on voit bien qu'ici on a un rapport de force, si vous voulez, qui passe par la segmentation urbaine. Je m'explique, on n'est pas n'importe où. Quand je vous parle de la rue de l'Abreuvoir de Mâcon, de la rue de la Huchette, toutes ces rues en fait qui ont été partiellement ou totalement absorbées par la percée de la place Saint-Michel, ce sont précisément les rues où le prévôt de Paris, Hugo Briot, en 1367, a autorisé l'ouverture de bordels urbains, donc des bordels licites, légaux. Et donc là, on peut supposer probablement que ce sont des agresseurs qui n'habitent pas le quartier, qui habitent probablement l'hôtel de Flandre, qui se trouve rive droite, et qui se sont volontairement déplacés par stratégie dans ce quartier, dans le but de prendre en chasse une victime, sachant qu'il y aurait des bordels aux alentours pour pouvoir l'y traîner, et puis également, on peut l'imaginer, pour arguer de la prétendue identité prostitutionnelle de la plaignante, et on voit très bien que c'est ce qui se passe dans leur stratégie verbale. Donc ici, on a une stratégie d'attaque qui repose en fait sur cette segmentation urbaine et à laquelle répond une stratégie également de défense de la plaignante qui a pour premier réflexe de tenter d'apostropher ses voisins, ses voisines qui sont autour d'elle et qui montre très bien que dans cette ville, donc voilà Paris fin XIVe siècle, on est après la peste noire, on est entre 100 000, peut-être jusqu'à 130 000 habitants, ce qui est considérable du point de vue de l'Occident médiéval. On n'est pas du tout dans une ville où on aurait une violence qui serait complètement anonyme. Au contraire, on voit que le premier réflexe des agresseurs est de cacher le visage de la victime avec un manteau. Eux-mêmes tentent de cacher leur visage avec leur chaperon. Donc ça laisse quand même entendre qu'ils ont peur d'être reconnus. Et puis par ailleurs, qu'est-ce qu'ils font très rapidement? En fait, tout de suite, ils ont le réflexe de l'arracher en fait à son quartier et d'habitation pour l'amener rive droite, parce qu'ils comprennent qu'il y a quand même un mouvement de résistance, de mécanisme de protection communautaire qui est en train de se mettre en place dans le quartier pour empêcher son enlèvement. Donc en fait, très vite, ils tentent de l'extraire pour la déraciner de ses solidarités locales. Donc là, on voit bien qu'on a en fait une violence qui est révélatrice, à mon sens, de communautés intra-urbaines, d'un côté une communauté de voisinage dans ce quartier, futur quartier Saint-Michel, avec des voisins qui soit interviennent postérieurement, disons, en témoignant en faveur de la plaignante durant l'enquête et en se justifiant par la peur de ne pas être intervenue. Et puis de l'autre côté, une communauté qu'on pourrait dire itinérante, qui est liée à cet hôtel du duc de Bourgogne qui est nomade en fait à la fin du Moyen-Âge. Donc une communauté non parisienne qui à la fois révèle et forge également des solidarités dans le fait même de commettre un acte violent. Et je suppose que ces formes de communautés intra-urbaines révélées par la violence, peut-être forgées aussi par la violence, on peut les retrouver chez mes camarades. Alors, qui veut réagir Oui, je vais dérouler mon raisonnement et ça va en partie répondre, ou en tout cas ça va apporter un élément de réponse. Je me permets juste de remettre avec ma carte. Voilà. C'est donc sur la carte du Mans, on voit en rouge et en jaune les espaces qui sont agglomérés de la ville et en vert les espaces qui sont ruraux. Et en fait, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais dans la première partie du 19e siècle, la frontière ville-campagne n'est vraiment pas pertinente. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des circulations de population, que ce soit temporaires ou de manière plus pérenne, qui sont très importantes. Et dans le cadre de l'émeute, c'est ce qui se passe aussi. C'est-à-dire que les sources indiquent bien que les campagnes voisines viennent alimenter les espaces de contestation. Et puis on a des cas de révolte et d'émeute exactement dans le même contexte, qui se passent dans des localités rurales autour du Mans. Il n'empêche, et ça va revenir sur la question du genre, il y a un biais de sources judiciaires qui fait une distinction, pour le coup, ville-campagne, notamment dans le nombre d'inculpés femmes. C'est-à-dire que dans les procès qui ont lieu sur les localités de campagne, le nombre de femmes est très important.
alors que purement sur les troubles liés au Mans, on a, je crois que c'est une femme qui est inculpée au final, ce qui représente vraiment très peu, alors que toutes les sources concordent sur le fait que partout, il y a 50% de femmes. C'est-à-dire que les femmes sont très présentes, et même au contraire, sur les questions d'émeutes rudimentaires, elles ont même tendance à être beaucoup plus représentées que dans d'autres formes de contestation. Donc comment on peut l'expliquer? Bon, ça c'est un élément que j'ai mis un petit peu de temps à comprendre, mais c'est les procès qui ont lieu dans la ville du Mans, l'objectif du procureur, c'est de charger l'opposition républicaine, et donc il faut faire sérieux pour que ça rende politique, et donc pour faire un procès sérieux, on enlève les femmes, alors que dans les localités rurales, on veut au contraire faire passer les choses en disant voilà, l'émeute a eu lieu il y a plusieurs mois, on n'a pas besoin d'en rajouter, et donc on met beaucoup de femmes, et les peines vont être beaucoup moins importantes. Donc il y a un jeu comme ça de la justice d'un point de vue du genre. Du point de vue de la classe, pour reprendre cet élément-là, ce dont je me rends compte, c'est qu'il n'y a pas de lien professionnel parmi les émeutiers. C'est-à-dire qu'on est sur du tisserand, sur des ouvriers du bâtiment. Il y a énormément, on pense souvent à l'industrialisation, on pense rarement à la question du bâtiment, mais en fait, la vente des biens nationaux après la Révolution française a provoqué un boom de l'immobilier qui nécessite dans les villes en particulier énormément de main-d'œuvre. Donc il n'y a pas de liens qui sont faits, en tout cas d'un point de vue professionnel. Un élément sur la question de l'âge qui est très important, c'est-à-dire que ce qui est signalé, notamment dans les mobilités, ce que j'appelle parfois les mobilités sauvages en pleine nuit par petits groupes, c'est principalement des très jeunes hommes qui façonnent justement aussi leur masculinité dans la rue en allant faire du grabuge, en allant frapper des enseignes, ou en criant, ou en brisant des verres. Tout ça pour dire qu'au final, le ciment de l'émeute, c'est le voisinage. Et donc on en revient à la question de la ville, du bourg, du quartier, de la communauté locale. Vraiment, tous les interrogatoires, tous les témoignages, il y a un fil rouge, c'est le fait qu'on connaît les émeutiers avec lesquels on participe à faire le tumulte. Tout le monde se connaît et tout le monde dit je suis venu parce que mon voisin il est passé, il m'a dit qu'il y avait un truc donc je suis passé. Voilà. Il y a vraiment une question d'émeute entre voisins. Et ce qui m'a permis d'aller regarder justement, non plus d'un point de vue des catégories de contestation, mais véritablement de prendre en compte le territoire dans lequel il y a ces révoltes. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait une accumulation d'expériences communautaires de contestation pendant toute la monarchie de Juillet. Par exemple, quand il y a des orages, on se regroupe par rue, par quartier, pour surveiller qu'il ne va pas y avoir un accident. Et c'est les mêmes catégories, les mêmes rues qui se mobilisent que durant l'émeute. On a des cas aussi de charivari, c'est-à-dire quand il y a des remariages ou quand il y a des personnes qui font des choses qui sont jugées comme étant pas très bien dans la communauté, eh bien on va aller pendant plusieurs soirs frapper à sa porte, hurler, crier, siffler. Et pareil, c'est systématiquement les mêmes catégories sociales dans les mêmes lieux. Les coalitions, donc là qui font aussi référence à la question des grèves au travail, mais voilà, ce sont les mêmes endroits. Et donc il y a comme ça une accumulation par quartier, par bourg, par, on va dire, espace communautaire qui fabrique quelque part cette coutume, j'emploie des mots issus notamment de Thomson, ou le répertoire d'action collective de Charles Tilly. Voilà, on est véritablement dans ce type de choses. Et encore une fois, ce dont je me suis rendu compte, et que c'est quelque chose sur lequel je ne partais pas du tout au départ, la question du territoire urbain, du lieu, compte énormément. Voilà. Merci. Quelques mots sur Alger qui font un lien avec la substance qu'il y a quand même à notre équipe, en partant du voisinage qu'a évoqué Karl. Guerres et violences, dans les cas sur lesquels j'ai digressé à Alger en 61-62, ont comme phénomène d'homogénéiser la population des quartiers qui deviennent, en tout cas là où les violences sont les plus fortes, radicalement européens pour les autres, radicalement algériens pour les uns pour les autres.
bon, ils l'étaient déjà beaucoup, mais ils le deviennent encore plus. Hein. Donc une homogénéisation qui s'accroît et qui va faire avec une ségrégation qui s'accroît. Des quartiers devenant de plus en plus européens ou algériens, la ligne qui sépare les deux se renforce elle aussi. 61-62, c'est le moment où tout ceci devient paroxystique, en particulier dans le quartier que j'ai plusieurs fois évoqué de Bab el-Oued, au sein duquel ce quartier-là, les formes de voisinage sont importantes entre hommes, entre Européens, pour les violences qui sont de leur fait. La ligne de front passant parfois, à certains endroits, notamment dans les grandes cités, construites quelques années auparavant, au sein même de l'immeuble, hein, au sein d'étages où il y avait davantage d'Algériens en dessous, ou forcément d'Européens. La ligne de front pouvait passer là, alors elle ne durait jamais très longtemps. Dans certains immeubles, les Européens se faisant expulser, dans d'autres, les Algériens se faisant eux-mêmes mettre dehors ou évidemment assassinés. Ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est que d'autres quartiers sont quand même décrits comme plus calmes, hein, la lassitude et l'épuisement étant forts après plusieurs années de guerre, ce qui rend nécessaire l'échelle fine pour chaque étude, hein, pour ne pas généraliser trop vite non plus, et la comparaison d'une ville à l'autre, d'un quartier à l'autre, et puis parfois, enfin tout le temps, autant que possible, à quelques mois d'écart pour dégager des dynamiques, des clivages, des tensions qu'on expose ici et que je vous expose en particulier pour Alger. Alors, nuancer, comparer, oui, dégager des synthèses tout de même, ici pour ce qui est de la bascule dans la violence, ou en tout cas de ce qui la rend possible, l'identification d'un quartier. Là, je pense que Karl l'a évoqué pour la rentrée dans l'émeute. S'identifier à un quartier, s'identifier à un fait national, hein, la France pour les uns, la nation algérienne pour les autres, et la vigueur des sociabilités pour s'engager lorsque certains ont pu douter ou en tout cas être sur la brèche. Homogénéisation raciale, ségrégation des quartiers, paroxysme de la violence et bascule dans la violence, qui se fait, donc cette bascule-là, après plusieurs mois de violence, je l'ai indiqué, et un dernier mot sur l'espace, l'extension des violences, elle est aussi rendue possible, ça peut paraître anecdotique, mais c'est central. L'extension, elle peut s'étendre d'un quartier à l'autre et sur plusieurs quartiers, en fonction des liens de sociabilité, mais aussi en fonction de la massification, par exemple, des scooters. Dans les années 50-60, je le dis parce que ça a été énormément utilisé par les tueurs de l'organisation armée secrète, et ça contribue quand même à spatialiser différemment les violences des uns et des autres, hein, avec un conducteur et un tueur qui se mettait derrière et qui utilisait son fusil mitrailleur. Voilà, pour donner quelques éléments sur les clivages en ville. Je pense que Brian, tu vas nous parler peut-être aussi. Donc, vas-y, si tu racontes ces questions de mobilité ou c'était de ça que tu voulais parler. Alors, personnellement, j'entends énormément de thèmes qui sont extrêmement intéressants et c'est difficile de choisir. Donc, moi, je vais prendre la spatialisation, puisqu'on en parle un peu, mais pas à maillage aussi restreint que le quartier. Vu le temps, je vais vous donner un exemple qui est un peu extrême, mais sachez que dans des degrés de gravité moindre, ce schéma se reproduit en réalité très souvent. Le tableau statistique, c'est possible de le remontrer. Comme vous pouvez le constater, je vous avais déjà montré que statistiquement, il y a énormément d'incidents. On nous parle aujourd'hui de la violence qui revient, la violence d'aujourd'hui, et c'est même pas au niveau des années 80. Les années 80, ce n'est rien face aux années 68, statistiquement parlant. Même le degré d'intensité n'a rien à voir. Alors oui, on a un petit renouveau, par contre, qui pourra peut-être durer, mais voilà, je vous fais relativiser avec ce schéma, je pense. Or, en 1972, dans une commune de petite taille, Irzon, 6000 habitants en 1972 pour être exact, il se passe un phénomène étrange. Vous avez Jean Valmet, qui est un légionnaire en permission, qui milite illégalement, puisqu'il n'a pas le droit en tant que militaire, il a pris sa carte au parti gaulliste et il va, un soir où il a bu, en partant de chez son père, il croise un militant communiste, et son premier réflexe dans sa voiture a été de se dire « je vais l'écraser, et je vais faire le tour et le re-écraser pour être sûr qu'il est mort ». Problème étant ivre, il s'accidente un peu plus loin dans les champs. Résultat, la gendarmerie le retrouve ivre-mort, qui à ce moment-là assumait totalement son crime avant, une fois qu'il a décuvé, d'essayer de se justifier, de dire non mais j'ai pas fait exprès. On le fait qu'il ait fait le tour a un peu nuit à sa défense. Voilà. Il fallait pas le re-écraser. Et pourquoi il a fait ça, ce militant ? On est en 72, on est en pleine campagne référendaire sur un sujet qui n'intéresse personne. Est-ce qu'on veut intégrer ou non le Royaume-Uni dans la communauté économique européenne ?
les Français s'en moquent royalement et les militants aussi. Les militants ne comprennent pas l'intérêt du référendum. Alors, comment un homme, ivre ou pas, a-t-il pu en venir à tuer? Eh bien, en fait, il suffit de prendre simplement un regard un tout petit peu plus éloigné. Vous êtes dans le Nord-Pas-de-Calais, et autour d'Ison, il y a plein de petites communes rurales qui ont toutes moins de 1000 habitants. Et dans les 5 jours qui précèdent, il n'y a pas une seule nuit qui passe sans que Jean Valmet et ses compagnons ne se retrouvent agressés par des militants communistes, car la zone est totalement sous contrôle du PCF. Et ils se prennent raclée sur raclée, pour le dire familièrement, au point qu'il y a une frustration qui monte au sein de Jean Valmet et de ses militants. Résultat, parce qu'il est frustré d'en prendre pour son grade, un militaire oblige, chaque soir depuis 5 jours, le 6e jour, après avoir vu papa et pris un vin rouge, il passe à l'acte. Est-ce qu'il avait l'intention réellement de tuer? Moi je pense que oui, vu qu'il a fait demi-tour pour être sûr. Lui dit au final, non mais il plaide au final l'homicide involontaire, ce que le juge va admettre. Voilà, il va prendre 3 ans pour homicide involontaire, il n'a pas fait exprès de faire demi-tour et d'écraser à nouveau. Voilà. La loi anti-casseur est passée par là, c'est pour ça qu'il a pris 3 ans ferme, parce que sinon, avant la loi anti-casseur 70, il aurait dû prendre du sursis pour homicide involontaire. Voilà, c'est la loi anti-casseur faite pour attaquer les militants de gauche et d'extrême gauche qui se retournent contre la droite. Voilà. Et à travers cet exemple, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on souligne et on pointe du doigt le poids de l'antériorité dans un espace restreint. Et ça, vous le retrouvez en fait très régulièrement dans de nombreux lieux. Statistiquement, oui, ce sont les grandes villes et les villes moyennes qui dominent, mais celles-ci ont généralement, avant tout, des degrés d'intensité faibles ou moyens. Les crimes les plus graves n'ont jamais eu lieu dans la période dans des grandes villes. Les homicides se déroulent tous dans des petites villes ou des villes moyennes. Ce qui montre que le poids d'une ville, électoralement parlant, ne suffit pas parfois à justifier le passage à l'acte violent. Ou en tout cas, pas à un degré extrême. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Merci. On voit bien, hein, c'est intéressant en fait comment la violence, on ne peut pas l'étudier et la comprendre sans examiner la situation hein, et l'antériorité des relations sociales. Je crois que moi je ne vais plus rien dire là, parce que je vais vous proposer un échange. Si vous avez déjà des questions, de vous passer la parole à la salle, parce que voilà, on a beaucoup occupé l'espace de ce débat. Et je voudrais savoir voilà, si certains souhaitent rebondir sur ces communications qui ont abordé beaucoup de sujets. Comment on montre la violence dans les médias, comment la violence se place dans l'espace de façon très nuancée. Hein. Le rapport aussi à la ville. Montrant aussi que la violence n'est pas proportionnellement croissante à la taille de la ville. Ouais. Moi aussi, j'ai une question remarque pour relancer aussi, sauf s'il y a quelqu'un. Pour rebondir à ce qui vient d'être dit, il y a une remarque déjà, c'est dans les incidents. Est-ce que tu fais une distinction entre justement les incidents collectifs, organisés, et ce genre d'événements qui semble peut-être plus anecdotique, ou en tout cas avec un acte individuel qui est peut-être un tout petit peu différent d'autres formes de combat, même si le fait de le réinscrire dans un contexte fait qu'il y a une forme de collectivité, mais c'est pas un groupe qui va écraser ensemble. Donc voilà, comment tu arrives à distinguer ces éléments-là? Et une autre question aussi plus générale qui m'a fait penser, c'est le fait de boire. Moi, les violences sur lesquelles je travaille, donc l'émeute, mais aussi les charivaris, les coalitions, tout ça, c'est aussi très festif. En fait, c'est une violence joyeuse de réappropriation de l'espace public, voilà. Et je me demandais dans quelle mesure c'était perçu comme ça aussi par les acteurs. Alors, pas forcément les victimes, mais plutôt par les auteurs de violence. C'est-à-dire, dans quelle mesure ils n'ont pas l'impression de faire le mal, ils ont plutôt l'impression de s'amuser. Peut-être pour aller à rebours de tes questions, et parce que j'aurais pas 1000 trucs à... Enfin, je pourrais avoir 1000 trucs à dire, mais je vais être synthétique.
Joyeuses dans ton cas, pour le cas des violences que j'ai exposées, elles sont rageuses quand elles sont du fait des Européens. Elles se proclament, pour politiser un peu la chose, de contre-terroristes, hein, ce qui est tout un thème qui mérite d'être déconstruit aussi, mais rageuse hein, plutôt que joyeuse. Bon, il y a quelque chose de presque du rituel quand même. La scène que je vous ai montrée, sur laquelle je me suis attardé, semblait calme. D'autres situations, toute la foule tape au pied, fracasse, lynche, ou quelqu'un qui est attrapé, ou quelqu'un qui vient de décéder. Donc violence rageuse, violence désespérée aussi, si on veut proposer un autre adjectif. Violence de gens qui sont défaits et qui pressentent, qui sentent en tout cas que leurs jours sont comptés en Algérie. Et je dis qu'ils sont défaits politiquement, alors que l'armée derrière laquelle ils sont est globalement victorieuse sur le terrain. C'est quelque chose qui peut surprendre au premier abord quand on ne connaît pas spécialement l'histoire de la guerre d'indépendance algérienne. C'est que globalement c'est l'armée française qui triomphe, ou qui l'emporte militairement, politiquement. C'est le Front de Libération Nationale qui s'impose. Donc voilà, ils sont déconfits, rageux, désespérés. On peut multiplier les adjectifs, mais voilà, pas joyeux en tout cas. Et l'alcool a beaucoup de place aussi dans le passage à l'acte. Bon, ça, je pense qu'on pourrait presque faire une histoire du fond des âges de alcool et violence. Mais... Ça vous fait penser que dans les violences politiques, il y a des formes de violences politiques qui sont festives en fait, après des victoires d'élection avec... Mais là, en l'occurrence, alors, ça ça varie. n'était pas le cas de cet exemple. Mais... Oui, ça varie. Alors, il y a vraiment beaucoup à dire. Je vais d'abord prendre la question de l'alcoolisme avant de prendre la question du groupe ou pas. Parce que Valmy est un cas isolé, en fait, statistiquement parlant. Non pas de meurtre, malheureusement on en a vraiment plusieurs, mais c'est le seul meurtre commis par un seul individu et pas un groupe. Voilà. En tout cas, chez les militants de droite, c'est le seul militant de droite qui va agir seul pour une fois. Mais donc, pour l'alcoolisme, les documents, les sources écrites n'en parlent quasiment jamais. Ce sont les témoins qui parfois admettent qu'il arrivait, surtout les témoins d'extrême gauche que j'ai interrogés, qui disaient que eux, alors là, ça buvait vraiment comme pas possible, et que souvent ça les ringaillardisait, et après en groupe ils allaient attaquer des fachos, des salazaristes, comme ils disaient aussi à l'époque pour qualifier les droites, hein, ils parlent de Salazar, on a toute une mythologie hein, de l'époque, et à droite, visiblement, c'est assez rare. Visiblement, ça veut dire que généralement quand ils buvaient, c'est après avoir agi, pas avant. Voilà, c'est d'habitude on boit pour festoyer, pour dire voilà j'ai collé mes affiches, j'ai collé des beignes à mon adversaire ou pas. Voilà, c'est très rare qu'ils agissent en n'étant pas sobres, visiblement. Du moins c'est ce que les sources semblent dire. C'est l'inverse de la gauche donc, visiblement pour l'époque. En ce qui concerne donc le groupe, Jean Valmet, c'est donc le seul cas où il y a un homicide commis par un individu seul. Si vous prenez juin 68, c'est un militant communiste qui se fait assassiner par 3 hommes qui vont le poignarder en fait tous les 3. Voilà, donc il meurt poignardé, par en groupe, un trio. À La Rochelle, juste avant, ça c'est pas fait exprès, c'est vraiment un homicide involontaire. Il y a des militants CGT Docker, des dockers de La Rochelle, avec des militants du SAC, service d'ordre, chargé de protéger les meetings, en gros, des gaullistes, qui se tirent à la carabine. En fait, c'est une dame âgée qui passait dans la rue, qui se prend une balle dans la tête. Donc ça, c'est pas voulu. Alors visiblement, ils ont cherché à se tuer entre eux, mais elle, vraiment, c'était pas prévu. C'est pourtant la seule qui prendrait une balle. Et ils étaient tous sobres, donc visiblement, ils ne savent pas tirer. Vous avez en 71 des gaullistes qui viennent en renfort de Charles Séquat Guéréno. C'est 50 militants environ hein, de droite qui attaquent des militants PS. Et il y en a un qui finit par se prendre 5 coups de carabine dans le buste. Voilà, c'est des violences de groupe. Hein. Même les règlements de compte interne, j'en ai eu un par exemple en 76 à Toulouse. Là par exemple c'est un duo. Ce sont 2 militants qui ont été commandités par le chef local qui a dit ce type, René Trouvé en l'occurrence, parce que vous pouvez trouver son nom en ligne, journaliste droite extrême droite, il ne mange pas tous les râteliers. Qui commence à vraiment casser du sucre sur la Chiraki. Donc il dit c'est un traître, on va l'exécuter. Et en fait, il y a le chef du parti gaulliste local qui va donc envoyer deux hommes pour l'abattre dans une cave. Voilà, donc on a vraiment un règlement de compte assez sordide.
Donc non, en fait, Valmey, c'est vraiment le cas unique d'homicide seul. Par contre, il y a des agressions parfois où c'est du 1 contre 1, bien sûr, ça arrive parfaitement. Mais là, on parle plutôt d'échange de coups de poing. Si c'est armé, si c'est vraiment plus violent, c'est toujours en groupe en dehors du cas Valmey. Également répondre à la question, on peut commencer par l'alcool. Alors l'alcool, c'est une circonstance considérée comme atténuante pour les hommes, et en particulier en cas de viol au Moyen-Âge, qui est, disons, mobilisée de façon extrêmement fréquente par les accusés. C'est devenu une circonstance, disons, légalement aggravante que de manière très récente. Donc c'est extrêmement fréquent en fait, qu'on le retrouve dans les défenses des accusés, effectivement, dans le passage à l'acte, le fait de ne pas avoir été conscient de commettre un viol, etc. En revanche, ici, pour l'affaire que je vous ai présentée, Isabelle Deschampion, on n'a que la déposition de la plaignante et des témoins. On n'a pas les dépositions des accusés. Donc on ne sait pas en fait s'ils ont choisi d'utiliser ce type d'argumentaire ou non. Ce ne serait pas étonnant, très clairement. Sachant qu'en revanche, la consommation d'alcool par les femmes, et en particulier par les victimes, est considérée comme une circonstance aggravante pour leur cas à elles. Et donc évidemment, ça marche toujours dans un seul sens. De là à dire qu'on est face, disons, à des violences qui possèdent un caractère festif, alors là, pour le coup, pour les violences sexuelles à la fin du Moyen-Âge, c'est pas le cas, et c'est pas le cas de manière un peu surprenante, parce que pourtant les médiévaux sont coutumiers, disons, des violences dans des fêtes ou des événements à caractère festif. Typiquement les charivaris, mais là je pense aussi à la Chandeleur, je pense aussi aux fêtes autour de Pâques. Très clairement, les fêtes villageoises et urbaines sont très souvent l'occasion de violences, surtout entre jeunes hommes. Là, pour le coup, je ne pense pas que ce soit le cas. Et en fait, je n'ai à vrai dire en tête aucun cas de viol ou d'agression sexuelle qui aurait été commis dans ce type de contexte festif, traditionnel, on pourrait dire. Non, au contraire, là, on voit très bien avec ce cas-ci également, on est très clairement sur des agressions qui ont été largement préméditées. On le voit aussi de manière éclatante dans d'autres affaires. Et on est sur des agresseurs qui ont parfaitement conscience de commettre un acte illégal et qui agissent en conséquence de manière à éviter les poursuites judiciaires. En revanche, pour rebondir sur un des propos de Karl qui parlait des mobilités sauvages des jeunes hommes comme façon de s'approprier en fait cet espace urbain, et c'est exactement ce qu'on voit en fait dans mes plaintes, c'est-à-dire que très souvent, quand bien même ces agressions ont souvent lieu au domicile, pour les quelques femmes qui sont ou filles qui sont prises pour cible dans la rue, en fait on voit très bien qu'on a à partir, alors surtout de la seconde moitié du XIVe siècle, une assignation très forte des femmes à demeurer dans l'espace domestique pour éviter les agressions. Alors que les jeunes hommes, eux, font de très fréquentes mobilités, y compris nocturnes en ville, alors que c'est censé être illégal puisqu'on a un couvre-feu dans toutes les cités. Donc on voit en fait ce phénomène se mettre en place dès la fin du XIVe siècle, qui passe par l'assimilation des femmes se promenant seules dans la rue, en particulier le soir ou la nuit, à des prostituées, et donc par voie de conséquence, ça passe par la légitimation de ces agressions. Et ça on le voit très bien. Alors c'est pas encore une forme de culpabilisation pour la fin du XIVe siècle, ce sont plutôt par exemple, alors on va le retrouver dans ce qu'on appelle les lettres de rémission, qui sont en fait des lettres de grâce octroyées par le roi de France à des criminels, et donc là en l'occurrence à des violeurs, qui donc ont commis un viol sur une femme trouvée dans la rue et qui plaident le quiproquo légitime, on pourrait dire, en partant du principe que parce qu'elle était dans la rue, ça devait être une prostituée. Donc ça c'est ce qu'on voit en fait dès les années 1370, 1390 dans les lettres de rémission. Et ce plaidoyer du quiproquo légitime se mue progressivement en culpabilisation, en blâme clair et net des victimes dès la fin du XVe siècle, comme j'ai pu le voir à Dijon. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien que bien avant la séparation des sphères domestiques et productives, qui est la conséquence des révolutions industrielles au XIXe siècle, puisqu'au Moyen-Âge, on travaille là où on habite. On habite au premier étage dans sa maison en ville, et puis on travaille au rez-de-chaussée, où on a son atelier et sa boutique. Donc cette séparation arrive bien plus tard. Et pourtant, dès la fin du Moyen-Âge, on voit que la violence sexuelle fait déjà de la ville un théâtre privilégié d'un nouveau rapport de genre qui assimile l'opposition extérieure-intérieure
à l'opposition masculin-féminin et qui, par voie de conséquence, là aussi, délégitime en fait les sociabilités, les mobilités des femmes dans la rue et qui aboutit en fait à une exclusion, alors plus ou moins complète, de la présence des femmes dans les espaces publics que mes camarades masculins ont quand même plutôt constaté dans leur cas. Oui, effectivement. Je me permets juste de rebondir sur un cas, si ça vous intéresse toujours. Je me souviens, ça y est, j'ai au moins un cas attesté effectivement de militants de droite ivres au moment des faits. Voilà, je m'en souviens d'un, à Ploermel, donc bon, Bretagne oblige, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un indicateur, mais à Ploermel en mai-juin 69, dans le cadre de la campagne présidentielle, on est autour de 17-18 heures, hein, vraiment. Donc il n'est pas très tard, mais ils sont déjà ivres, et en fait ce sont des militants communistes qui reconnaissent les gaullistes, qui commencent à les insulter alors qu'ils sont bars. Parce qu'en plus, on a des bars qui sont vraiment identifiés politiquement à l'époque, clairement. Bon, pas que à l'époque d'ailleurs, c'est le cas encore aujourd'hui. Et là, c'est un bar qui était vraiment habituellement fréquenté par les gaullistes. Les communistes passent devant, les insultent, et les communistes sont ivres aussi. Hein. Et les insultes, et les gaullistes, ils sont déjà ivres alors qu'il est autour de 17h. Là, oui, effectivement, ils s'affrontent, et ça, je le sais, parce que justement, Ouest France en a parlé, mais aussi le rapport d'enquête de police en a parlé, parce que la police n'arrivait pas à déterminer qui a donné le premier coup. La police peut dire les communistes ont provoqué et insulté, par contre, qui a frappé en premier, voilà. C'est l'anecdote, voilà, je me souviens, il y en a au moins un. D'accord. Oui, merci. Oui, ah bah, super. J'allais dire, qu'est-ce que tout cela vous inspire? Et puis voilà, une question. La question, enfin, vous avez déjà un peu parlé sur le cas du Mans, je pense que vous en avez déjà un peu parlé sur le cas du Mans, mais un peu savoir quels étaient les rapports entre la ville et la campagne, justement, dans les différents cas. Peut-être que pour l'OS, c'est un peu plus compliqué parce que vous avez dit que c'était plutôt en ville ou moins dans la campagne, mais qu'on avait peut-être un peu plus. Et aussi, du coup, les gaullistes, un peu s'il y avait eu des échanges en fait entre les deux qui ont pu permettre des violences ou aller se cacher après des violences, même au Moyen-Âge, hein, chez les personnes qui ont pu les commettre ou les subir, en fait, d'aller un peu se mettre ouvert à la campagne. Est-ce qu'on on va peut-être prendre plusieurs questions et répondre après, j'espère qu'on arrivera à répondre à toutes, mais peut-être que tout le monde ne va pas répondre à toutes les questions parce qu'on n'aura pas le temps. Mais ah oui. Merci pour vos interventions, vous m'entendez? Oui. Je voulais savoir si vous aviez pu déterminer ce que l'espace faisait à la violence. En gros, est-ce que c'est le fait d'être en ville qui produit la violence? Est-ce que c'est l'origine géographique, par exemple, des individus qui peut expliquer cette violence? En fait, le fait d'être né et d'avoir été socialisé à la ville, est-ce que ça explique plus la violence? Ou est-ce que bon, c'est d'autres choses comme ce dont vous avez déjà parlé, comme le genre, par exemple, le fait que voilà, les hommes sont plus socialisés à la violence de manière générale, que ce soit à la ville ou à la campagne? Est-ce qu'il y a un effet urbain quoi, sur la violence, et si oui, lequel? Merci. Merci. Je crois qu'il y a une question de monsieur devant aussi. Ah oui, il me reste 5 minutes, c'est ça environ? Ou 5-10? 7 minutes. Oui, moi je voulais juste savoir, est-ce que vous avez des tendances ou au moins peut-être des statistiques sur, là on a vu que sur une vingtaine d'années les violences politiques sont bien définies. Est-ce qu'on aurait une tendance sur un demi-siècle ou un siècle sur l'évolution des violences en général en France et peut-être hors sécurité routière, enfin hors violence routière, parce que là on connaît l'évolution d'une façon précise. Alors, qui souhaite répondre très brièvement sur ces différentes questions? Peut-être commence sur la dernière si tu veux. Oui, vas-y, puisque tu sais déjà. Alors moi je prendrai votre question justement parce que j'ai été, durant mon doctorat, j'ai été associé à... En fait j'ai rejoint la NR Duramil, donc c'est un projet de recherche nationale fondé sur l'étude des violences et radicalités militantes. Et en fait ma thèse était le début de la période à étudier, donc moi je faisais statistique avec un autre collègue breton, en l'occurrence Hugo Melchior, qui faisait l'autre côté, les gauches extrême gauche. Voilà, et après, bon, il y avait des collègues qui étudiaient jusqu'au moment à la veille des Gilets jaunes. En fait, on nous a coupé le budget au moment des Gilets jaunes. Voilà. Quand on a demandé une rallonge, on nous a dit non, mais en fait, non seulement on ne va pas rallonger, mais en plus on va réduire de 6 mois le financement puisque vous voulez étudier les Gilets jaunes. Donc ça, en fait, ça nous a coupé. Donc l'enquête s'est arrêtée au moment du mouvement des cheminots en juin 2017.
On s'arrête là. Donc c'est un travail pluridisciplinaire. On a été une cinquantaine de chercheurs dedans, principalement des historiens, des politistes et des sociologues. Donc on a une statistique sur la période allant grosso modo de 68 à 2017 pour la France, et on est autour de 9000 incidents physiques. Donc qu'il s'agit d'agression entre individus ou de dégradation de biens. Voilà, on serait autour de 9000, ce qui est très faible quand on compare nos collègues allemands et italiens qui s'intéressent à ça depuis les années 80 et qui ont prouvé que en fait, ce que nous avons subi sur toute cette période, c'était à peu près l'équivalent des années de plomb chez eux. Des années de plomb, ce sont leurs années 68 à eux en fait. En 12 ans chez eux, ça a été l'équivalent en termes de violence de 50 ans chez nous. Voilà, donc on est un pays hautement calme et pacifique comparé à nos voisins. Pas que de politique. De violences politiques, syndicales, religieuses, parce qu'on a inclus les violences militantes dites confessionnelles, et on a intégré enfin ce qu'on appelait les violences dites associatives, qui en fait un terme un peu fourre-tout, c'est quand vous n'aviez pas votre carte dans un parti, un syndicat, ou que vous ne tuiez pas au nom de Dieu, bon, vous tapez pourquoi, on a dit bon c'est pour des questions sociétales, on ne savait pas trop quoi en faire, parce qu'il y avait une idéologie derrière, mais quelle idéologie, comment on la classe? Voilà, et sachez qu'il y a un ouvrage synthèse qui est sorti aux presses de Sciences Po il y a maintenant 2 ans de cela, si je ne dis pas de bêtises, ou 1 an et demi. Voilà, dirigé par Isabelle Sommier, François Audigier et Nicolas Lebeau, ça vous intéresse. Merci. Pour les autres questions, rapidement, qui veut prendre la parole? Répondre à la première question. Alors c'est très pertinent effectivement pour la période médiévale, puisque là c'est quelque chose, en fait, cette fuite après le délit ou le crime, qu'on vérifie pour les violences sexuelles, mais aussi pour tous les autres types de violences physiques, disons, surtout quand elles sont graves et qu'elles ont abouti à la mort, après un homicide, disons. En fait, on voit très souvent, effectivement, les suppliants qui adressent des requêtes à la Chancellerie du roi de France pour pouvoir recevoir des lettres de rémission, dire qu'ils se sont, je cite, absentés. C'est un verbe qui revient très souvent, et effectivement, quand on regarde le parcours des accusés qui ne sont pas appréhendés immédiatement après leur crime, alors très souvent, il y a 2 solutions. Soit on quitte la ville le plus vite possible, et effectivement, on va se cacher ailleurs, et on attend, souvent plusieurs mois, parfois plusieurs années, le temps aussi de demander une lettre de rémission pour pouvoir être réintégré à la société urbaine. Mais en fait, c'est aussi des mécanismes qu'on peut voir à la campagne. Et puis, pour ceux qui commettent leurs crimes de nuit ou le soir, les portes de la ville sont fermées. Donc, si jamais vous commettez, par exemple, un meurtre ou un viol à 23h, les portes de la ville sont fermées quand la ville est dotée d'un mur d'enceinte. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas sortir comme ça. Donc là, très souvent, on va avoir des criminels qui vont aller, alors on appelle ça se bouter en franchise, se mettre en franchise. Ils rentrent dans les églises ou les cimetières qui sont considérés comme des lieux sur lesquels la justice laïque ne peut pas pénétrer. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Très souvent, la justice fait placer des sergents tout autour de l'église ou du lieu de culte pour attendre qu'il ressorte de sa coquille pour pouvoir l'arrêter. Donc, certains sont arrêtés comme ça, et puis d'autres parviennent à prendre la fuite de jour et à quitter la ville. Et ensuite, il est extrêmement difficile de les retrouver. Alors, juste en quelques secondes, vu que le temps a tourné, je vais répondre aux diverses questions. Alors, pour le rapport ville-campagne, j'ai peut-être induit en erreur. Je vous ai présenté des scènes urbaines, bon, c'est le thème de ces rendez-vous, mais les circulations, elles sont importantes. Les Européens que vous avez vus là, c'est des fils d'exploitants agricoles pour une partie. D'accord, par exemple. Voilà pour les Européens. Les Algériens eux-mêmes, ils quittent les campagnes où l'armée française ratisse, fait des zones interdites, etc. Ils rejoignent les bidonvilles algériens. Et c'est même, enfin les bidonvilles d'Alger. Ces mêmes Algériens, ils quittent Alger quand l'OAS massacre, disons, en tous sens. Donc ils quittent la ville pour la campagne. Donc vraiment, il y a des circulations quand même qui sont bien réelles et bon, que des collègues ont mesurées, mais voilà, qui sont intenses et sur lesquelles je m'appesantis pas plus. Pour le lien violence-ville, ce que la violence peut faire à la ville, les violences n'arrêtent pas jusqu'à tardivement d'immenses chantiers, parce que l'Algérie à cette époque-là, c'est un chantier. Il y a le plan de Constantine qui est lancé à l'automne 1958, l'idée de construire pour les Algériens, pour les convaincre que la domination française est fantastique, sauf à l'ultime fin de 61-62, où les chantiers peuvent plus se tenir, parce que la violence de nature terroriste est beaucoup plus urbaine qu'auparavant, bloque ces chantiers-là. Bon, il y a mille et une dynamiques, il y a l'alimentation par exemple, où les marchés d'Alger sont pleins, parce que la marchandise rejoint des marchés sécurisés, qui sont des marchés urbains et beaucoup moins
dans les campagnes où l'armée française empêche les marchés de se tenir. Voilà, pour donner un exemple de ce que les violences peuvent faire en ville. Le retrait aussi sur l'espace domestique, qui est vécu comme un refuge, ce qui est vrai pour les Européens globalement, ce qui ne tient pas pour les Algériens qui n'ont pas de refuge, en fait. L'armée française, ayant la puissance de feu, de s'insérer dans les habitations et de capturer les Algériens. Et dernière phrase sur les représentations urbaines qui changent à cette idée de refuge, les quartiers aussi, hein, la violence change les représentations urbaines, quartier refuge, quartier du nationalisme algérien, etc. Je pense qu'on va devoir clôturer. Je voudrais juste te dire que sur cette question de la tendance longue de la violence, ça a beaucoup disons, intéressé les sociologues, les historiens. Comment est-ce qu'on peut mesurer? Est-ce qu'on peut mesurer sur la longue durée? Et ils se sont beaucoup aussi centrés sur ces sujets pour aller contre peut-être une agitation médiatique qui se sert beaucoup de la violence en disant la violence augmente, vers où va-t-on, ça va être bientôt la catastrophe, souvent à des fins politiques. Donc pour essayer de calmer le débat et revenir à des statistiques, et essayer de montrer qu'en fait, non, sur la longue durée, on va plutôt, alors plus encore à mon avis quand on remonte au Moyen-Âge, on va plutôt sur une civilisation des mœurs et sur une pacification des sociétés. Ce sont aussi les travaux de Norbert Elias. Mais ça, évidemment, ça me fait penser aux cycles longs, cycles courts qui peuvent exister quand on fait de l'histoire économique. Effectivement, il y a des moments où il y a des fortes tensions, où il y a des pics de violence, où il y a des sociétés qui sont fracturées, où il y a de la montée de violence. Et ça arrive toujours et on n'est jamais à l'abri. Je dirais que ça arrive de nouveau. Mais sur la longue durée, même les travaux, par exemple, moi que je connais, qui sont sur les règlements de compte en fait pour la ville de Marseille, où on voit sans arrêt, voilà, c'est la catastrophe aujourd'hui, vers où va-t-on, etc. Aujourd'hui, évidemment, on sait très bien qu'il s'est passé récemment des actes extrêmement violents, extrêmement choquants au niveau du trafic de drogue, du narcoticide, etc. Mais finalement, dans les années 1980, c'était plus violent que ce que ça a été dans les années 2010. C'est ce que les sociologues ont montré en travaillant sur les statistiques de la police. Et puis après, une difficulté qu'on a aussi pour travailler sur ces questions, c'est toujours cette question, on souhaite du chiffre noir, comme on dit, encore tout ce qui n'est pas révélé aux institutions de répression ou de sécurité. Et puis, j'oublie un dernier facteur parce que je me dis qu'il est temps de clôturer. Je me dis moi-même, stop, arrête de parler. Mais oui, c'est aussi comment est-ce qu'on mesure en fait. Comment est-ce qu'on mesure, qui mesure. Quand vous avez une police qui est soumise à des obligations de résultat, on sait qu'il va y avoir plus de travail pour faire remonter des infractions. Quand vous mettez plus de policiers dans l'espace public, et en particulier dans des villes et des quartiers dont on pense qu'ils sont criminogènes, bien sûr, il y a beaucoup plus de monde pour assurer l'ordre et puis pour s'assurer que des infractions sont remontées jusqu'au parquet, par exemple. Donc après, savoir si les sociétés sont plus ou moins violentes, c'est toujours très très compliqué. Mais c'est très intéressant et bien sûr, ça fait partie de nos terrains. Donc je crois qu'on s'arrête là. Merci de vous avoir écouté, d'avoir aussi posé quelques questions, qu'il y avait une interaction entre vous et nous sur ces questions, toujours d'actualité.